Bonsoir. Le statu quo entre Taïwan et la Chine peut-il durer indéfiniment? Dans un précédent numéro, j'ai évoqué quelques étapes de l'histoire de Formose. Eh bien, voyons aujourd'hui quel est le point de vue de chacun, de part et d'autre, du détroit. Taïwan est situé entre mer de Chine et océan Pacifique, à quelques 160 km des côtes chinoises. L'île fait 36 000 km², elle a 23 millions d'habitants. Elle a fait sécession de la Chine en 1949 et elle est devenue depuis l'une des premières économies mondiales, mais elle ne veut ni être réunifiée à la Chine et elle ne peut pas pour autant déclarer son indépendance. Depuis ces dernières années, les relations économiques interdétroits sont en constante augmentation, ce qui contraste en même temps avec la mauvaise qualité des relations politiques. Donc, qui dépend de qui au juste dans cette affaire? Au départ, il y a eu conjonction d'intérêts et de calendrier de part et d'autre. Côté Chine, l'ère Deng Xiaoping a ouvert pendant les années 80 l'économie chinoise. Et côté Taïwan, cette période correspond à la recherche de main-d'œuvre bon marché, que Taïwan trouve d'abord en Asie du Sud-Est, puis en Chine. Donc une première vague conduit les entreprises de Taïwan à délocaliser leurs usines dans les provinces côtières les plus proches de l'île, le Guangdong, le Fujian, d'où sont originaires la plupart des parents des Taïwanais. Là, dans ces usines, on fabrique des jouets, des chaussures, du matériel électronique que l'on exporte dans le monde entier. Et puis une deuxième vague conduit à faire débarquer sur le continent de quoi produire les nouvelles technologies de l'information. Les fabricants taïwanais d'ordinateurs comme Quanta ou Acer ouvrent des unités de production en Chine continentale, à la fois pour satisfaire la demande intérieure chinoise et répondre à la nouvelle division internationale du travail. Eh bien, cela génère au fil des années un transfert de savoir-faire. 36% de la production de matériel informatique par les entreprises taïwanaises est manufacturée à Taïwan et 47% en Chine. La troisième vague, c'est maintenant la fabrication des cartes mères et des semi-conducteurs qui émigrent de l'île vers le continent. Au total, on a aujourd'hui 60 000 entreprises taïwanaises installées en Chine et évidemment, cette présence explique en partie le décollage chinois dans ce domaine. Donc, les produits fabriqués ont évolué, mais aussi la géographie des investissements. Après le Fujian, puis le Guangdong, maintenant le Jiangsu, par exemple la ville de Kunshan, qu'on surnomme la Petite Taïwan, est aujourd'hui la première destination des investissements taïwanais sur le continent. Près d'1 million de Taïwanais vivraient en Chine, surtout à Shenzhen, à Pékin, à Shanghai. D'abord parce que les Taïwanais trouvent plus facilement un emploi sur le continent à cause du niveau de leur formation. Ensuite, le coût de la vie y est moindre. Et puis, la vie est nettement plus agréable, plus luxueuse, moins chère à Shanghai qu'à Taipei. D'ailleurs, certains riches Taïwanais ont 2 résidences de part et d'autre du détroit et ils partagent leur temps entre les deux. Or, il n'y a pas de lignes aériennes directes. Depuis Taïwan, il faut prendre un vol vers Hong Kong ou Macao, puis de là, reprendre un vol pour Canton, Shanghai ou Nankin. Soit une demi-journée de voyage. Lors des fêtes du Nouvel An chinois, en février 2005 et 2006, ont été ouvertes des lignes aériennes directes, mais seulement pendant 3 semaines. Et beaucoup de Chinois, évidemment, espèrent qu'elles vont devenir des lignes régulières. Eh bien, cette politique interdétroit répond à un double calcul. Côté Taïwan, l'attrait de la Chine n'est pas uniquement lié aux opportunités économiques. Il y a la recherche des sources de la tradition. Les ancêtres sont souvent enterrés sur le continent. La Chine, tout de même, c'est la mère patrie, tout en étant l'ennemi politique. Et côté Pékin, il y a un triple avantage. On accueille des capitaux qui s'investissent sur le continent, on rend les Taïwanais dépendants de la Chine, et par cette dépendance, les hommes d'affaires deviennent des alliés de la réunification. C'est un peu le même calcul que pour Hong Kong dans les années 90. Les hommes d'affaires étaient devenus les meilleurs avocats de la réunification de Hong Kong avec la Chine. Sauf que cette fois, les choses ne se passent pas ainsi. Cette intégration économique ne débouche pas du tout sur une volonté d'intégration politique de la part des Taïwanais. Les succès de l'île vont de pair avec le développement de l'identité taïwanaise. L'île se reconnaît dans la civilisation chinoise, mais ne reconnaît pas pour autant la souveraineté de Pékin. Eh bien, c'est là qu'il y a l'impasse.
Pour Pékin, il n'y a qu'une Chine et le régime communiste propose toujours à Taïwan la réunification. Les dirigeants de Pékin ne cessent de répéter qu'en cas de déclaration d'indépendance de Taïwan, elles n'hésiteraient pas à recourir à la force militaire. Vous voyez par exemple cette carte qui montre le prépositionnement de 600 missiles chinois dont la portée vise la totalité de l'île de Taïwan. En face, on voit sur la côte ouest les aéroports militaires qui accueillent l'armée de l'air taïwanaise et qui sont dotés d'ailleurs d'un armement technologiquement supérieur à celui dont dispose la Chine. Et puis en plus, le Parlement de Pékin a fait passer une loi en mars 2005, une loi anti-sécession, qui menace Taïwan de recourir à des moyens non pacifiques en cas de déclaration d'indépendance. Sauf que pour les Taïwanais, pas question d'abandonner la démocratie ou le niveau de vie. Taïwan est désormais un pays à part entière, avec un président élu au suffrage universel, un pays qui a de nombreux symboles de souveraineté, une monnaie, un hymne national, un drapeau, des passeports et même des manuels scolaires. En fait, Taïwan est déjà indépendant dans les faits et il peut y avoir provisoirement 2 États, comme il y a eu 2 Allemagnes et comme il y a encore aujourd'hui 2 Corées. Mais la société taïwanaise, en fait, est divisée, car pour certains, il n'y a qu'un seul peuple chinois. Donc il ne peut y avoir qu'une seule nation, donc un seul État. On ne peut pas vivre en ignorant ses racines, en étant ignoré du monde entier. Et d'ailleurs, les déclarations indépendantistes du président actuel de Taïwan lui ont valu une chute de popularité. Il y a maintenant un troisième acteur qu'il convient de prendre en compte dans cette crise, ce sont les États-Unis. Taïwan et les États-Unis sont toujours liés par le Taiwan Relations Act, qui régit les relations culturelles, commerciales et de sécurité de Taïwan. Sauf que la guerre froide est bien terminée et l'évolution économique de la Chine continentale a eu pour effet de rendre le marché chinois bien plus attractif que le marché taïwanais. Et donc pour ces 2 raisons, Taïwan ne présente plus le même intérêt pour les États-Unis. Ça rend donc très difficile de prévoir jusqu'où irait l'engagement américain en cas d'agression de la Chine sur Taïwan. Il existe d'ailleurs un plan de réorganisation des forces navales américaines dans le Pacifique. Il prévoit le prépositionnement de 6 sous-marins d'attaque dans l'île de Guam, qui est sous souveraineté américaine, et un possible positionnement de 2 porte-avions de la 7e flotte dans les bases américaines au Japon. Alors, cette réforme a pour but de permettre à la marine américaine d'intervenir plus rapidement dans le détroit de Formose, notamment en cas de concrétisation de la menace chinoise. Alors, est-ce que c'est bien sérieux, cette menace militaire? Les Taïwanais, tout de même, ont réussi le tour de force d'instaurer une vraie démocratie, d'investir largement en Chine, tout en vivant sous sa menace militaire, et en plus en se posant des questions sur leur propre identité, en sachant que leur pays provoque en Asie une course aux armements. Eh bien, ce serait évidemment beaucoup plus simple si Taïwan n'était qu'une affaire intérieure chinoise, ce qui n'est pas le cas. Alors, en cas de déclaration d'indépendance de l'île, on est face à 3 options pour Pékin. Une attaque militaire de la Chine, de type débarquement sur les plages, mais elle est exclue avant les élections présidentielles à Taïwan en 2008, et plus encore avant les Jeux olympiques de 2008 qui se tiendront en Chine. Deuxième option, une logique de blocus, avec un bombardement électromagnétique qui bloquerait tous les systèmes de communication et de transmission de l'île. Ou encore vaincre sans utiliser la force. C'est là sans doute le rôle éminent joué par l'économie de la Chine continentale et celle de Taïwan. Cette division entre l'île et la Chine ne s'est montrée soluble ni dans la fin de la guerre froide, ni dans la culture commune entre les 2 entités, ni dans les succès économiques respectifs. Donc peut-être va-t-on plus tard vers une normalisation sans réunification. Sur ce dossier passionnant, vous pouvez lire Révolution tranquille à Taïwan de Ho Kang-mei et Pierre Mallet aux éditions de l'Harmattan. C'est l'histoire de la période de Lee Teng-hui, le président de Taïwan, qui a permis le passage entre un régime autocratique à un régime démocratique. C'est tout à fait intéressant pour comprendre cette transition. Je vous conseille de lire La Chine en quête de ses frontières de Jean-Pierre Cabestan et Benoît Vermander. C'est aux éditions des Presses D pour construire ce texte. Et puis, je vous signale, pour expliquer aux préadolescents et aux adolescents
les sources de conflits dans le monde, les sources de violence, Monde rebelle junior. C'est Elisabeth Combre et Florence Tinard qui l'ont écrit, c'est aux éditions Michel. C'est une sorte de dictionnaire géopolitique pour les adolescents avec des illustrations et des cartes. C'est tout à fait bien fait. Vous pouvez retrouver toutes ces références sur le site arte-tv.com.